Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Merci d'être présents et présentes cet après-midi pour les rencontres de l'écologie politique et en particulier maintenant pendant une bonne heure 30 pour nos Green Talks. Alors vous connaissez les conférences TED, vous connaissez les prestations Mathèse en 180 secondes ou un peu plus ou un peu moins. Vous n'oublierez pas les Green Talks, j'espère, et en tout cas ceux de cet après-midi. Il s'agit bien de mini-conférences, d'interventions dans des styles divers, sur des sujets divers, vous le verrez, toujours d'environ 8 minutes pour présenter une idée, un projet, un livre, un objet de recherche, une expérience. Ce sera varié, vous le verrez, mais tous des sujets qui touchent d'une manière ou d'une autre aux enjeux écologiques, ou écologistes, aux solutions que nous imaginons, que vous imaginez pour y répondre, et puis au récit que nous en écrivons. Alors la contrainte du minutage, les fameuses 8 minutes qu'on a attribuées à chacune et chacun de nos intervenants, c'est une difficulté, évidemment, c'est une contrainte qui n'est pas seulement liée à un enjeu de disponibilité du temps ou de disponibilité d'attention des auditeurs et auditrices, mais c'est aussi cette demande de concision, un peu un défi, le défi d'aller à l'essentiel, de toucher au cœur d'un propos, mais en donnant le goût d'en savoir plus, tirer le fil pour pouvoir comprendre mieux la pelote. Alors, c'est un sacré exercice. Je remercie déjà celles et ceux qui ont accepté d'y jouer en montant sur scène cet après-midi, pour un moment qui sera dynamique, qui sera riche de diversité et que je vous souhaite intéressant et agréable. Alors, on va commencer avec du lourd, si j'ose dire. Elle m'excusera, j'espère. Avec Isabelle Durand. Alors Isabelle, c'est une valeur sûre du monde de l'écologie. Je crois qu'il n'y a personne dans le monde écologiste, en Belgique, en Europe, peut-être dans le monde, qui ait occupé autant de fonctions différentes dans les institutions, et pas seulement, puisqu'elle a été à 2 reprises coprésidente du Parti écolo. Elle a été la première vice-premier ministre écologiste en Belgique, vice-présidente du Parlement européen, fondatrice du groupe Spinelli ou cofondatrice du groupe Spinelli, élue bruxelloise, et puis pendant quelques années secrétaire générale adjointe à la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. C'est à partir de cette expérience diversifiée, singulière, certainement qu'elle a pu développer la conviction qu'on n'a jamais raison tout seul, elle le répète souvent, peut-être aussi que ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul. Et elle a écrit tout récemment un petit livre qui s'appelle « Le monde d'ici commence ailleurs, coopération utile pour des temps compliqués », un livre où elle raconte son expérience et en appelle à de nouvelles formes de gouvernance pour affronter les défis de notre temps. Tout un programme qu'elle va nous partager en 8 minutes. Isabelle, c'est à toi. Merci Patrick. Bonjour à tous et à toutes. Alors, l'image que vous voyez là au-dessus, cette jeune femme africaine, elle fait partie de la petite histoire d'une centaine de millions de jeunes Africains qui espèrent pouvoir peser sur l'avenir du monde. Et puis elle lève les bras. Elle lève les bras vers Nelson Mandela. Cette photo, je l'ai prise moi-même dans l'entrée du bâtiment des Nations Unies à New York. Elle lève les bras vers la statue de Mandela. Et Mandela, c'est la grande histoire. C'est l'histoire de la fin de l'apartheid. C'est l'histoire de l'égalité des droits. Alors on peut se demander légitimement aujourd'hui, est-ce que l'ONU, qui a dans sa charte l'égalité des droits, le dialogue plutôt que la domination, la volonté de créer de la paix et de la sécurité, est-ce que l'ONU est encore garant de toutes ces valeurs? Alors certains ont déjà répondu en disant l'ONU c'est en état de mort cérébrale. Bon, c'est peut-être joli à dire dans certains salons, mais je pense que c'est un peu facile, et pardonnez-moi l'expression, c'est même un peu con en fait. Pourquoi ? Parce que même s'il est un fait que l'ONU doit se réformer, et singulièrement son Conseil de sécurité, parce qu'on n'a pas été capable d'empêcher l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on n'a pas été capable ces dernières décennies de mettre fin à cet incessant conflit entre l'Israël et la Palestine qui aboutit à ce que l'on sait aujourd'hui. Et donc, on peut évidemment s'interroger légitimement sur tout ça. Mais je pense que même si on doit réformer ce Conseil de sécurité, qui est le reflet finalement par ses 5 membres permanents d'un équilibre d'un monde qui n'existe plus,
Entre parenthèses, je vous signale qu'il existe des vingtaines de propositions pour réformer le Conseil de sécurité dans les tiroirs de l'Assemblée générale des Nations unies, mais aucune d'entre elles n'a jamais... Pardon ? Ah, ici, d'accord. Parce que là, il y a de la lumière. D'accord, pardon. Et là où vous êtes, il n'y en a pas. Et pour les caméras, c'est embêtant. D'accord. Là, vous êtes en lumière, vous êtes magnifique. Parfait. Et donc, on doit réformer ce Conseil de sécurité. Il y a une vingtaine de propositions qui existent, mais aucune d'entre elles n'a jamais passé la rampe d'une majorité des 2/3 au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, parce que c'est ça. C'est un peu comme au Conseil de Fédé, quand on veut avoir un 3e mandat et qu'on en a déjà eu 2, on doit aussi avoir 2/3 au Conseil de Fédé, et c'est pas nécessairement facile, et on n'y va que si on est sûr de l'obtenir, évidemment. Alors, la comparaison est évidemment un peu bancale. Et donc, on doit le réformer. On doit le réformer, mais ça ne suffira pas. Quand bien même on aurait un Conseil de sécurité qui répond mieux aux logiciels du monde d'aujourd'hui, du monde fragmenté, du monde divisé, du monde, je veux dire, des unions libres entre des États, alors qu'avant, on avait des alliances assez stables, même si on le réformait, ça ne suffirait pas. Parce qu'un certain nombre de déterminants de la sécurité et de la paix ne passent jamais la rampe du Conseil de sécurité. La question des métaux, la question du cycle de l'eau, la question du climat, bien entendu, la question des migrations, de l'économie numérique, des droits humains, on ne parle jamais de ça au Conseil de sécurité. Et toutes ces questions-là, par contre, elles sont traitées via la facilitation d'un certain nombre d'agences des Nations unies, entre autres à Genève, mais pas seulement. Et ces débats, c'est des débats qui entraînent, grosso modo, des milliers de fonctionnaires internationaux, de ministres, pas les chefs d'État, pas ceux qu'on voit à la tribune à New York, mais les ministres de l'Environnement, les ministres de l'Énergie, les ministres de l'économie numérique, les ministres en charge des migrations. Et ces gens-là, y compris avec les acteurs de la société civile, les plus usual suspects, mais aussi les coalitions nouvelles, les plateformes, etc., tous ces gens discutent. Alors vous allez me dire à quoi ça sert qu'ils discutent comme ça de façon infinie, c'est long, c'est lent, ça ne donne pas nécessairement des résultats. C'est vrai, mais quand on parle à 193, avec des gens qui ont des cultures et des cultures politiques tellement différentes, il faut un peu de liturgie ou de dramaturgie. Et donc la dramaturgie, c'est des statements, comme on dit en anglais, un peu longs, de diplomates, mais c'est la seule manière de garder ce dialogue entre tous qui est porteur potentiellement de solutions et peut-être aussi, quand c'est le cas, de conventions internationales qui vont s'imposer à tous. Et je fais ici référence brièvement à Hubert Reeves, qui nous a quittés tristement hier. Hubert Reeves parlait toujours du PFH. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le PFH, c'est le putain de facteur humain. Et donc il a raison, évidemment, toutes ces discussions et toutes ces conversations, ces négociations, elles sont aussi imprégnées de l'énergie, de la capacité de comprendre l'autre que mettent chacun des négociateurs, des facilitateurs, dans la plus grande invisibilité d'ailleurs. Alors tous ces gens, ils sont confrontés à 2 grands enjeux d'aujourd'hui, nouveaux, qui sont d'une part la diplomatie numérique et d'autre part la diplomatie du carbone. La diplomatie numérique, je ne dois pas vous faire un dessin, c'est les fausses informations ou les vraies informations, les images truquées, la propagande, tout ce qui sert à influencer un processus de relations internationales, et on est témoins, nous, de cet usage en permanence. C'est quelque chose dont tous les acteurs doivent faire avec, d'une façon ou d'une autre. Une autre diplomatie qui, à mon avis, fait largement défaut, c'est la diplomatie du carbone. On n'en parle pas que lors des COP. La diplomatie du carbone, je vous donne un contre-exemple d'une diplomatie du carbone qui n'existe pas, la taxe CO2 que l'Union européenne veut mettre en place. À juste titre, l'Union européenne veut mettre une taxe, on n'appelle plus ça une taxe, on appelle ça un ajustement aux frontières, parce que le mot taxe, c'est un vilain mot, mais c'est la même chose. Et donc cette taxe dont nous partageons, nous écologistes, l'objectif, c'est-à-dire de mettre à égalité les producteurs de certains produits de tous les pays du monde qui veulent importer en Europe pour qu'ils prennent en compte la question de la décarbonation. Le problème, ce n'est pas tellement l'outil, c'est la méthode. La méthode, c'est que ça a été discuté entre Européens, entre les 27, la Commission, le Parlement, le Conseil, et que jamais on a été discuté de ça avec les pays qui vont être concernés par cette taxe CO2. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils la prennent mal. Ils la prennent mal parce qu'ils la prennent pour du protectionnisme vert. Et moi, je pense vraiment, pour avoir beaucoup fréquenté les ministres du commerce des pays en développement, de ce qu'on appelle le Global South, bon, le Sud global, je trouve que c'est un terme un peu inadéquat, mais soit, ces gens-là, ce sont les gens qui sont les plus affectés par le changement climatique et les moins responsables, et ils en ont un peu marre de cette position d'exemple que leur donne l'Union européenne avec une certaine suffisance. Et donc, je crois que la transition globale, il faut qu'elle soit aussi décolonisée. C'est-à-dire non seulement qu'on paye
qu'on paye parce qu'on est responsable et plus responsable. On ne peut pas tirer l'échelle quand on est arrivé en haut. Nous, on a bien profité de toute cette ère du carbone. Et par ailleurs, comprendre, entendre et ajuster ces mesures à ce que demandent les acteurs du Sud global. Si on ne le fait pas, d'ailleurs, ils le feront sans nous. Première chose. Donc, je crois que ça, tout cet aspect-là, ça touche à ce que j'ai appelé « le monde d'ici commence ailleurs ». Pour ce qui est des coopérations utiles en temps compliqué, je vous renvoie à mon bouquin, j'y raconte un certain nombre d'expériences, de projets, les gens qui y sont impliqués. J'ai constaté d'ailleurs que c'était très souvent des femmes. Je n'avais pas cherché à faire un bouquin sur des femmes, mais j'ai remarqué que souvent la créativité et l'énergie viennent d'elles. Et elles sont, ces coopérations, malgré tout, baignées dans toutes les questions identitaires. Et moi, ma génération, on a toujours pensé que les identités, c'était important, mais que l'universalisme allait rester une valeur sûre et je dirais, inébranlable pour toujours. On s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas nécessairement vrai. Et s'il est vrai que l'universalisme de surplomb, celui où les Occidentaux se mettent au-dessus et je dirais parlent aux autres avec condescendance, c'est condamnable, très condamnable, et ça ne marche plus d'ailleurs, je crois que les écologistes ne peuvent pas renoncer non plus à la croyance dans l'universalité, ce qui n'est pas du tout la même chose. On peut discuter de ça plus longuement une autre fois. Enfin, je crois que c'est important aujourd'hui aussi de regarder par le bas. On est un peu perdu, le monde ne va pas bien. Non seulement le climat, mais je dirais les dernières semaines ont été terribles pour nous tous, pour certains plus que d'autres évidemment, mais nous sommes les témoins de choses sur lesquelles on n'a pas de prise et donc, qui nous inquiètent. Et donc dans ce monde compliqué, je pense que regarder par le bas, regarder ce qui se fait concrètement est aussi une façon d'un peu de reprendre pied. Et je crois sincèrement que les écologistes ou la pensée de l'écologie politique ne peut pas se dessaisir de ces questions globales et que les écologistes qui font l'écologie politique au quotidien, ils doivent se décentrer. Ils doivent sortir du guidon de simplement la transition locale, les circuits locaux. C'est très bien, c'est utile, c'est indispensable. C'est pas assez. Et je crois que le restant du monde doit être notre préoccupation à tous, y compris d'ailleurs quand on est au niveau local, qu'on soit élu ou acteur associatif dans un domaine ou dans un autre. Si on ne fait pas ça, je pense qu'on laisse le champ libre à tous ceux qui sont les tenants du repli, les tenants du nationalisme, du souverainisme, et ça, je ne crois pas que c'est ce que nous souhaitons, c'est ce à quoi, en tout cas, je nous invite. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, nous allons écouter maintenant Emmanuel Petit. Certains l'ont peut-être déjà entendu jeudi soir, professeur de sciences économiques à l'Université de Bordeaux, formé initialement comme mathématicien de l'économie, comme beaucoup d'économistes d'ailleurs, dans la rationalité. Mais depuis une vingtaine d'années, Emmanuel travaille sur le rôle des émotions. Alors d'abord dans l'analyse politique, mais pas seulement, finalement, du rôle et de la place de l'émotion dans l'histoire, dans l'histoire de l'économie de marché, dans la philosophie, dans la littérature et même dans la science. Il a publié plusieurs livres, dont L'économie du Caire en 2013, L'économie des émotions, l'émotion Ce qui nous relie, qui est disponible ici au stand Etopia. Et donc il s'interroge, il nous interroge aussi sur le rôle central de l'émotion dans nos décisions quotidiennes, les nôtres, et peut-être les décisions politiques au sens large aussi. C'est cette réflexion à laquelle nous invite Emmanuel Petit. C'est à toi. Merci. Je vais vous parler du rôle de l'émotion et de savoir si elle est utile à la prise de décision de façon assez générale. Je vais commencer par la pensée de Descartes. Descartes nous dit je pense donc je suis, et puis il rajoute nous sommes une chose qui pense, qui doute, qui nie, qui affirme, qui veut, qui ne veut pas. Et il rajoute aussi une chose qui sent. Mais cette dimension a sans doute été un peu oubliée parce que Descartes a beaucoup théorisé les extraordinaires facultés de la raison. Et la raison est utile pour contrôler la nature, de fait, mais aussi, surtout, pour contrôler nos passions. Parce que nos passions, elles sont perçues comme quelque chose qui nous dérange, qui nuit à la prise de décision.
Alors c'est une pensée qui a été très largement revisitée au XXe siècle par de nombreux penseurs et de nombreux théoriciens, avec un tournant émotionnel qui est venu animer le domaine de la science dans pratiquement toutes les disciplines, et qui a permis de reconsidérer cette question de l'émotion et de son utilité. Alors on la doit notamment à quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Antonio Damasio, qui a écrit un célèbre ouvrage en 1994, L'erreur de Descartes. Et puis aussi, quelque chose que vous connaissez sans doute, Daniel Goleman, qui est un psychologue, dans les mêmes années, qui parle de l'intelligence émotionnelle, cette faculté, vous savez, que l'on a de se mettre à la place d'autrui et éventuellement de pouvoir ressentir ce que l'autre ressent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tournant émotionnel, il a aussi eu lieu pour les économistes. Ce qui est un peu paradoxal, parce que les économistes ont vraiment une vision de la rationalité qui est extrêmement forte. Et j'aime bien prendre cette analogie pour décrire la rationalité en économie, une analogie qui est portée par les psychologues et que vous connaissez sans doute au travers de ce film Star Trek, de cette série, où à l'intérieur de l'Enterprise qui parcourt le monde, l'univers plutôt, il y a deux personnages, Kirk à droite, qui est l'humain, qui est impulsif, ému, réactif, intelligent, très vif. Et puis à côté de lui, Spock, qui a plein de facultés, mais qui est surtout dénué d'émotions, qui est capable de calcul et qui est doté d'une extraordinaire rationalité. Et de fait, si vous deviez représenter l'individu dans les modèles des économistes, eh bien, il faudrait vous tourner assez paradoxalement du côté du vulcanien et non pas du côté de l'humain. Mais ceci dit, ce que raconte la série est plus intéressant encore, et c'est aussi ce que nous dit Damasio, c'est que l'émotion et la raison, ça marche de façon complémentaire. Je dirais même que les deux sont associés quand on prend une décision. Et donc, ça m'amène à vous poser la question, à quelle est l'utilité de l'émotion. Alors, première chose qu'on peut dire, c'est que l'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. Ça vient de la racine latine emovere. Et effectivement, l'émotion nous est très utile lorsqu'il faut réagir de façon un peu urgente et rapide. Elle est beaucoup plus efficace que ne pourrait être la raison. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a un danger, un feu. C'est le cas aussi lorsque l'on est agressé. Et puis, l'émotion permet de résoudre le problème qui se pose à des économistes lorsqu'on suppose qu'un individu est indifférent entre deux biens. Bah oui, mais l'émotion, c'est aussi ce qui nous permet de contrecarrer le problème de l'âne de Buridan qui ne sait pas finalement ce qu'il va choisir. L'émotion, c'est ce qui nous pousse à choisir, y compris lorsqu'on est un petit peu indécis. Première chose, donc effectivement, l'émotion est ce qui nous permet de réagir, de bouger et de prendre une décision. Deuxième élément, l'émotion intervient dans l'expression, dans la communication. Généralement, quand on négocie, notre visage témoigne d'un certain nombre d'aptitudes, de nos intentions. Et la plupart du temps, c'est très utile. Après, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a effectivement la dimension très stratégique de l'émotion. Et quelqu'un comme Winston Churchill est par exemple très connu pour ses colères manifestes, qui étaient de fait très intentionnelles. Il cherchait à influencer son auditoire. Et généralement, ça marchait pas si mal. Plus proche de nous, quelqu'un comme Vladimir Poutine utilise ce genre de choses. La première fois qu'il a invité Angela Merkel à le rejoindre, il a intégré son chien parce que, vous voyez, qui est assez impressionnant, il savait que Angela Merkel avait été agressée par un chien quand elle était petite. Et d'ailleurs, il lui a dit mon chien ne vous dérange pas, il ne vous fait pas peur. Alors de fait, Angela Merkel n'a pas été si impressionnée que ça, parce que du fait, les techniques du KGB, elle les connaissait bien, parce qu'elle est de l'Allemagne de l'Est. Mais c'est des techniques qui sont assez perverses, effectivement. Et dans l'émotion, et notamment en sciences politiques, on retrouve beaucoup ces dimensions dont il faut aussi se méfier. L'émotion est également quelque chose qui nous permet d'avoir accès à une information. Et ça, c'est une dimension qui devient plus intéressante. Imaginez effectivement que vous jouiez à ces différentes loteries, celle de droite et celle de gauche. Il y en a une qui semble plus attractive. Et très probablement que si vous n'aviez pas d'informations, vous seriez à même de vouloir jouer à ces loteries.
Mais de fait, sans information préalable, si vous jouiez à répétition ces loteries, vous pourriez vous apercevoir qu'il y en a une qui vous fait perdre assez régulièrement, d'où naîtrait un regret de votre décision initiale, et c'est ce regret qui va vous conduire à changer de décision. Donc ici, c'est vraiment un élément important, c'est que l'émotion nous permet d'avoir accès à une connaissance un peu intuitive, inconsciente ou non consciente, et qui va nous permettre très souvent de prendre des bonnes décisions, et ça vaut aussi beaucoup pour ce qu'on fait dans la vie quotidienne. Et puis, dernier élément que je crois aussi très important, c'est la portée morale de l'émotion, parce qu'il y a aussi beaucoup de recherches qui montrent que l'émotion conduit à une forme de moralité. Généralement, on n'a pas que des raisonnements moraux, on a aussi beaucoup de formes intuitives, de formes morales. Alors, je vous invite ici à partager cette expérience de pensée qui est issue de la philosophie morale. Mettez-vous à la place de cet aiguilleur qui a la possibilité d'éviter que le tramway qui fonce à toute vitesse aille renverser, écraser ces 5 personnes qui sont sur la voie. Il a la possibilité, effectivement, de détourner le tramway en orientant ce tramway vers une autre voie où il n'y a plus qu'une seule personne. Alors, quand on fait des expériences en philosophie morale, on s'aperçoit que une grande majorité des gens répondent qu'ils le feraient effectivement, avec l'idée qui est très simple, c'est qu'a priori, il vaut mieux sacrifier une personne plutôt que d'encourir 5 morts. Donc c'est le sacrifice d'une vie pour en faire bénéficier 5. C'est un calcul complètement utilitariste que les économistes connaissent bien. Mais la suite de l'histoire est plus intéressante encore, parce que quand on est dans ce scénario-là, qui est à peu près le même, puisque la situation est équivalente, cette fois-ci, vous êtes sur le pont et vous avez la possibilité de pousser ce gros bonhomme sur la voie, et vous savez avec certitude que ceci suffira pour bouger, pour arrêter net le tramway. Auquel cas, vous allez là aussi pouvoir sauver 5 personnes. Mais sauf que dans ce cas de figure, eh bien, la plupart des gens disent non, ils ne sont plus d'accord. Et ce que vous devez repérer entre les deux expériences, c'est que les gens, d'une certaine façon, ont changé la nature de leurs décisions. Et plus intéressant encore, ce que l'on peut voir, c'est que lorsqu'on fait ce genre d'expérience avec neuronalement une capacité de mesurer les réponses des participants et ce qui se passe dans leur cerveau, on s'aperçoit que c'est la partie émotionnelle qui joue dans cette situation, alors que c'est la partie cognitive de notre cerveau qui intervient dans le scénario du tramway et plutôt de l'aiguilleur. Alors, voilà les éléments qui comptent pour comprendre comment l'émotion peut jouer sur la décision. Et puis, ça a des implications extrêmement concrètes, parce que ces pensées de la philosophie morale, par exemple, elles nous parlent aujourd'hui de la voiture autonome. Il est quasiment certain aujourd'hui que la voiture autonome, techniquement, elle est prête. Mais qui serait prêt parmi vous à acheter une voiture qui est susceptible de sacrifier son conducteur pour éviter 5 passants qui traversent? Et ça, c'est un vrai problème moral, et c'est un problème dans lequel l'émotion est aussi très présente. Alors, on sait aujourd'hui, par exemple, que effectivement, l'intelligence artificielle peut résoudre des problèmes, notamment peut résoudre à cette capacité de détecter des cancers mieux que le ferait l'humain. De fait, c'est juste. Mais il n'est pas certain qu'on serait susceptible d'imaginer une justice qui interviendrait par le biais de l'intelligence artificielle. On n'aimerait pas trop être jugé par un robot parce que c'est une entité qui n'a pas d'émotion. Et donc, au total, ce que j'aimerais souligner dans ce travail et dans cette perspective, c'est que l'émotion est très utile. Et si je pense qu'il est absolument nécessaire de réhabiliter l'émotion dans la société, c'est vrai sur le plan individuel, j'aurais pu développer des choses sur le plan collectif, c'est que l'émotion, à mon sens, si elle n'est pas complètement rationnelle, comme peuvent le penser les économistes, elle est très largement, la plupart du temps, raisonnable. Je vous remercie.
Merci Emmanuel. Nous allons maintenant écouter l'intervention d'Hélène Collin, qui est d'abord comédienne, qui s'est formée aussi au cinéma à l'ULB et qui est donc une réalisatrice belge au talent de plus en plus reconnu. Son premier film, petit film ou mini-film, je ne sais pas comment on dit, date de 2014, si je me souviens bien, Sugar Tree. Il a été réalisé dans le cadre d'un mouvement que je ne connaissais pas avant de m'interroger, de regarder ce que vous aviez produit, qui s'appelle le mouvement cinématographique Kino, à Montréal, c'est bien juste. Voilà. Dont la devise est tout à fait invitante, cette devise qui dit « faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ». Alors, Hélène est aujourd'hui connue pour son seul en scène « Appellation sauvage contrôlée », une œuvre de théâtre documentaire autour de sa rencontre avec les Premières Nations au Québec. Voilà qui me rend infiniment curieux de votre travail. Et ce soir, Hélène nous propose un Green Talk partant d'une conviction: nous manquons d'un dialogue fondamental. C'est à vous. N'oubliez pas de rester bien dans la lumière. Ça marche. Donc, je m'appelle Hélène, je suis la fille d'Emmanuel, la petite-fille de Janine et l'arrière-petite-fille de Julie. Je viens de me nommer de manière matrilinéaire. En nommant ma lignée féminine, je lui envoie de la lumière, je la replace dans l'existence, je déplace le patriarcat et sa domination. C'est avec ces quelques mots, plus ou moins, que je finis mon spectacle, Appellation sauvage contrôlée, donc qui fait le récit de plus ou moins 10 ans de rencontres avec les Premières Nations de ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec. Je ne suis pas dans la lumière ? Ah ! Comme ça ? Voilà. Ok. Donc, je me suis nommée de manière matrilinéaire parce que c'est quelque chose qui m'a été transmis par la nation ghanéenne Gahaga, qui fait partie de la Confédération des 5 nations, qui est donc une des 11 nations qui vivent dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Québec. Et la matrilinéarité, en tout cas d'après mon ami autochtone avec lequel j'ai beaucoup échangé, c'était une des choses que les Européens auraient voulu, entre autres, détruire en arrivant sur les terres de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique. Je termine aussi ce spectacle exactement par un protocole, qui est un protocole d'ouverture et de fermeture de la parole, qui m'a aussi été transmis par la maison Long Up the Hill de Ganawagé, de cette même nation, donc les Ghanéens Gahaga, qui sont plus connus sous le nom de Mohawk. Mais bon, c'est souvent la même histoire. Parfois, on n'est pas enregistré avec le bon nom au ministère des Affaires indiennes. Et donc, ce protocole d'ouverture et de fermeture de la parole, c'est un protocole qu'on fait avant chaque conversation importante, avant des conseils politiques. Et c'est une série de remerciements envers la vie, qui commence par remercier la femme ciel, qui est donc un être de la cosmogonie des Ghanéens Gahaga, puis les grand-mères lune, puis la terre-mère, puis toutes les eaux, puis le frère aîné, le soleil et le tonnerre, et puis toutes les soutenances de vie, toutes les médecines, la vie végétale, la vie minérale, etc., jusqu'à arriver à dire que nous faisons ça pour les visages encore à venir sous la terre, donc les futures générations, et que nous n'avons rien à voir avec ce qui est mal, donc nous les rejetons dans les 3 niveaux d'existence, Eresawet. Ok. Alors, quel est l'intérêt de vous partager ça aujourd'hui ? Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je peux partager en 8 minutes ? Mon spectacle, il fait 1h40, et puis qui pourrait avoir un intérêt ici, dans la question des rencontres de l'écologie politique. C'est parce que je pense que notre rapport à la parole, en tout cas moi, dans mon expérience de rencontre avec les Premières Nations, c'est profondément un rapport à la parole qui a été modifié, et aussi un rapport au temps, si j'ai le temps d'y venir. Donc pour moi, ce protocole d'ouverture et de fermeture de la parole, c'est une manière de se replacer ontologiquement dans le monde, comme un être humain vivant sur cette terre dans le moment présent, parce que le protocole, il est chaque fois adapté aussi en fonction de la saison, du moment, du cycle dans lequel on est, si c'est l'hiver, si c'est le printemps, si les framboises sont sorties. Et de pouvoir remercier en fait toutes ces relations et les faire exister en fait avant de pouvoir commencer à avoir un échange et une conversation d'importance. Et ce rapport-là, chez nous, dans nos sociétés,
Je pense qu'il manque cruellement. Et quand je dis nous manquons d'un dialogue fondamental, c'est parce qu'il n'y a pas eu rencontre il y a 500 ans et il n'y a toujours pas vraiment rencontre avec les peuples originels de l'île de la Tortue qu'on appelle l'Amérique. Et ce manque de dialogue, ce manque de rencontre, il nous manque cruellement. Et il nous manque cruellement aujourd'hui, dans le moment du monde dans lequel on est, à quelques secondes avant minuit. À quel moment du monde sommes-nous et pouvons-nous tenter d'activer et de réactiver un dialogue qui n'a pas existé? Je crois profondément que la question coloniale est reliée à la question écologique et qu'on ne pourra pas s'en sortir avec nos seuls systèmes de pensée, avec nos sociétés, avec nos systèmes politiques, avec nos systèmes juridiques. Et j'ai rencontré les Kanien'kehá:ka, mais aussi les Atikamekw ou les Inuits, qui sont des nations totalement différentes, qui fonctionnent de manière différente. Mais je ne sais pas combien de temps j'y ai encore là, mais 3 minutes. Parce que j'ai envie de parler. C'est pour ça que j'ai mis la bûche. Parce que il y a à la fin de mon spectacle, je présente un traité ancestral en fait, qui n'est pas du tout connu ici. Et donc c'est un traité qui a été tendu aux Européens en 1613, et c'est le Wampuna de Voix. Et le Wampuna de Voix, c'est de nouveau la nation Kanien'kehá:ka qui l'avait présenté aux Européens. Et ce traité, donc, il trace 2 voies. L'une représente les autochtones dans leurs canaux. Je vais le poser là, du coup. C'est pour ça que j'avais mis la bûche. L'autre représente les Européens dans leurs navires qui naviguent côte à côte sur la rivière de la vie, représentée par l'ensemble du Wampun. Ce traité dit « Bienvenue sur ces terres. Vous avez votre voix et nous avons la nôtre. Nous ne pouvons interférer sur la vôtre. Vous ne pouvez interférer sur la nôtre. Chacun demeure maître de sa propre voix. » Et les principes qui nous lient sont la paix, l'amitié et le respect mutuel censé guider nos relations. Le Wampuna de Voix nous lie toujours légalement et spirituellement au peuple originel de l'île de la Tortue qu'on appelle l'Amérique. Ce traité n'a jamais été montré de ce côté-ci du monde. Donc cette vision est historique. Et dans le système cognitif, je pense que ça peut faire un effet de regarder le Wampuna de Voix et d'en garder l'image de ces 2 voix et de ce qu'il nomme en fait. Voilà, donc ce spectacle que j'ai créé en 2021, je l'ai joué encore il y a 2 jours, je ne sais pas si je vais encore le jouer, mais en tout cas il retrace ces 10 années de rencontres avec les Atikamekw, les Inuits et les Kanien'kehá:ka. Et je dirais enfin que pour le rapport au temps, justement, puisque là on était limité dans 8 minutes, c'est aussi une des données qui, chez moi, ça a été une profonde expérience de déplacement, de vivre et d'interagir avec les Premières Nations. Et quand j'ai essayé de comprendre le rapport au temps que j'avais vécu là-bas, j'étais tombée sur une définition du temps qu'avaient les Grecs anciens. Et ils parlaient de 3 sortes de temps, le chronos, l'aion et le kairos. Et en fait, le chronos, le temps compté, qu'on connaît tous, c'était pour les Grecs anciens le temps quand même le plus primitif, pour reprendre un mot problématique. Et donc, disons, le temps le plus limité ou le moins intéressant. Et c'est le chronos quand même qui a colonisé le monde, même si les autres formes de temps lui résistent. C'est lui qui a gagné, il nous dirige. Est-ce qu'on peut sortir du chronos? Comment sortir du chronos à l'heure d'aujourd'hui? Comment essayer de libérer un peu notre rapport au temps et au temps présent du monde et ce à quoi nous sommes appelés, le type de mutation auquel nous sommes appelés. Voilà, c'est à ça que j'essaie d'inviter avec mon travail artistique. Et voilà, je vous remercie. Hélène, de vous mettre du cet après-midi. Et nous allons maintenant entendre Olivier de Scutter, que sans doute vous connaissez toutes et tous. Alors, Olivier, c'est un montagnard infatigable, j'en sais quelque chose. Mais il est aussi juriste, professeur de droit international à l'UCL,
devenu spécialiste internationalement reconnu des droits humains. Il a été successivement rapporteur des Nations Unies sur le droit à l'alimentation et puis rapporteur des mêmes Nations Unies sur les droits humains et l'extrême pauvreté. Maintenant, c'est peut-être justement son engagement dans la transition, peut-être au départ d'ailleurs dans la transition des systèmes alimentaires et puis plus généralement dans la transition écologique en général, qui l'ont rendu relativement connu ou célèbre chez nous. Je vous conseille la lecture de son dernier livre qui est épuisé à notre stand, mais que vous pouvez vous procurer, qui s'appelle « Changer de boussole », mais aussi la lecture de son prochain livre dont il va nous parler, qui traitera de toutes ces initiatives de transition à partir du terrain que l'État devrait pouvoir, avec lesquelles l'État pourrait être partenaire, pourrait accompagner. Olivier, c'est à toi et je te passe la zapette. N'oublie pas de rester dans la lumière. Merci beaucoup. Bien. Merci, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver là et très honoré évidemment de parler à cette tribune après Hélène Colin, Emmanuel Petit et Isabelle Durand, ma complice aux Nations Unies pendant quelques années, qui a tellement fait pour faire progresser notre cause dans ces enceintes. Alors, je vais effectivement tenter de faire ce que je n'aime pas en général faire, c'est-à-dire un petit... Ah, j'ai peut-être été trop long. Je suis déjà au bout? Non, je suis allé peut-être dans la mauvaise direction. Nous y sommes. Nous y sommes. Donc on peut faire un clap de départ. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver cet après-midi pour dire quelques mots sur un travail qu'avec mon complice d'écriture, Tom de Dewaardere, et moi-même, nous avons développé dans un ouvrage qui s'appelle « Innovation sociale au service de la transformation écologique et sociale », sous-titre « Vers un État partenaire », et une version française du livre, mais qui reprend en fait une série de contributions séparées autour de la question de l'État partenaire, a également été publiée avec une préface de Cyril Dion. Le livre que vous avez à votre gauche est en train d'être traduit vers le français et donne, si vous voulez, la version longue de ces 8 minutes où je vais tenter de présenter ce thème. En fait, ce que Tom de Dewaardere et moi, nous avons voulu faire, c'est prendre au sérieux toutes ces initiatives de transition qui sont des circuits courts en matière alimentaire, des jardins potagers collectifs, des coopératives d'énergie renouvelable citoyenne, des contrats de quartier qui amènent les voisins d'une même rue, d'un même quartier à travailler ensemble pour proposer des solutions pour l'entretien des communs, par exemple. Et nous partons de cette intuition que c'est peut-être dans ces innovations sociales, ces initiatives de transition, un potentiel de transformation de la société qui est sous-estimé. En effet, nous sommes face à un système relativement bloqué, relativement bouché. Les politiques, qui sont tout en haut de cette slide, font des choix, notamment d'investir dans certains développements technologiques pour soutenir la croissance du PIB, pour des gains de productivité et d'efficience, amenant à ce que, dans la sphère économique, certains grands acteurs dominent les marchés et viennent influencer nos comportements, nos choix de production comme de consommation. Et lorsque ces modes de vie sont fermement établis, lorsque nous sommes dans des routines dont il est difficile de sortir, les politiques n'osent pas prendre les décisions audacieuses qui nous amèneraient à changer de routine, parce que les politiques, soucieux évidemment de leur popularité, craignent de perturber nos habitudes, de nous obliger à changer de mode de vie. Et donc, notre pari, si vous voulez, à Tom et moi, c'est que ces initiatives de transition, ces innovations sociales portées par des hommes et femmes ordinaires à l'échelle du quartier, à l'échelle de la rue parfois, à l'échelle de la commune, peuvent être une manière de sortir de ce cercle vicieux qui, au fond, rend la transformation écologique et sociale des sociétés aussi difficile à effectuer. Alors, évidemment, je sais que par rapport à ces initiatives de transition, beaucoup de doutes s'expriment. Et je voudrais faire allusion d'abord à une réponse qui est parfois donnée à l'inertie du système. Et cette réponse, c'est
la réponse, au fond, qu'on trouve chez les collapsologues, les théoriciens de l'effondrement. Il est trop tard pour sauver le monde, nous allons à l'effondrement. C'est une réponse qui a été entendue de plusieurs quartiers. Vous avez sous les yeux, par exemple, à votre gauche, Jared Diamond, qui a publié Collapse, où il parle de l'effondrement des civilisations. Vous avez en haut à droite Lester Brown de l'Université de Columbia, qui a écrit un livre qui s'appelle World on the Edge en 2012 et qui parle de l'effondrement inévitable de nos civilisations. Et puis, évidemment, nos amis Pablo Servigne et Raphaël Stevens, les auteurs de ce livre culte aujourd'hui, Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, qui nous dit également qu'à regarder lucidement les courbes, à regarder ce vers quoi nous allons, inévitablement, la civilisation thermo-industrielle sur laquelle notre prospérité est bâtie est vouée à s'effondrer. Alors, ces théoriciens de l'effondrement ont provoqué une très grande gamme de réactions. Beaucoup de mes complices, de mes amis ont lu Pablo Servigne, Raphaël Stevens, ont développé parfois des syndromes dépressifs. J'ai vu des couples se séparer sur cette question, les uns l'ayant lu, y croyant et voulant construire un bunker dans le jardin, les autres préférant vivre dans la légèreté et dans l'insouciance. Et j'ai vu des personnes que ce livre avait paralysées, démobilisées, dépolitisées, parce qu'après tout, si les choses sont vouées à s'effondrer, à quoi bon se battre pour les faire changer? Je voudrais cependant donner de cette veine de la collapsologie une interprétation, je dirais, généreuse ou bienveillante. Je crois qu'en réalité, la démarche de quelqu'un comme Pablo Servigne et Raphaël Stevens consiste à dire que les choses sont inévitables de manière précisément à créer l'électrochoc qui nous permette de les éviter. C'est un peu ce que Jean-Pierre Dupuy, le philosophe qui s'inspire lui-même de Hans Jonas, prône dans un livre publié en 2002, Pour un catastrophisme éclairé, où il défend cette idée un peu paradoxale que pour éviter le pire, il faut présenter le pire comme étant inévitable, de manière à provoquer en nous cette espèce de choc qui va nous permettre de nous mettre en motion. Et donc, c'est peut-être cela aussi qui, à minime, les hommes et les femmes qui s'investissent dans ces initiatives de transition. Et la réponse numéro 2, c'est nous proposons des solutions. Nous avons des systèmes de voitures partagées entre voisins. Nous allons créer cette coopérative d'énergie éolienne. Nous allons créer une alliance avec ce groupe de paysans pour une alimentation saine et durable en circuit court. Bref, nous pensons que nos micro-innovations vont permettre de sauver le système. Et ici, le dilemme auquel ces initiatives se confrontent, c'est que dans une perspective que les théoriciens des sciences de la transition, auxquels ce livre se rattache, décrivent avec leur vocabulaire propre, le dilemme auquel ces initiateurs de transition se confrontent, c'est qu'ils risquent la cooptation dans un système qui ne va pas être fondamentalement changé, mais qui pourra récupérer en quelque sorte ces solutions pour acheter un peu plus de temps et permettre de postposer les transformations plus fondamentales, plus structurelles. Dans cette perspective multiniveau, c'est le nom que l'on donne dans les sciences de la transition à ce schéma, on a des niches d'innovation qui sont en lien avec un régime socio-technique dominant, lui-même influencé par des évolutions plus structurelles qui forment le paysage. Et la perspective multiniveau, c'est celle qui prend au sérieux les interactions entre ces différents niveaux. Et le grand danger, évidemment, c'est que ces innovations de niche soient cooptées dans le régime socio-technique dominant pour que celui-ci n'ait pas à fondamentalement se remettre en question. Et un exemple de cela, c'est celui de ces hommes et femmes que j'admire beaucoup, avec qui je travaille au quotidien dans l'aide alimentaire. Je vais ce soir d'ailleurs à Charleroi, à l'Éden, au centre culturel, parler avec des gens du secteur de l'aide alimentaire. Ce sont vraiment des gens dont j'admire l'engagement. Et en même temps, ces gens vivent dans la crainte perpétuelle, j'allais dire dans la terreur, d'être les alibis d'un système qui ne se remet pas en question. Après tout, quand une ONG récupère les invendus des grandes surfaces pour aller au secours par de l'aide alimentaire des ménages défavorisés,
ne font-ils pas qu'apporter une sorte de ligne de vie au système dominant qui doit remettre en cause sa démarche productiviste? Après tout, ne serait-il pas plus légitime d'imposer au supermarché des taxes pour ces invendus qui ponctionnent des ressources, qui consomment de l'énergie et qui relèvent simplement d'un souci d'offrir en permanence sur les rayons des centaines de yogourts entre lesquels permettre à leurs clients de choisir? Et donc, comment éviter le risque de cooptation? La réaction, évidemment, à ce risque, c'est de dire on ne veut absolument pas interagir, ni avec l'État, les politiques qui sont toujours prêts à coopter les innovations citoyennes, ni évidemment avec le système économique dominant, les acteurs de marché qui sont prêts à acheter une bonne conscience, à opérer ce qu'on peut appeler du greenwashing ou du poverty washing en cooptant ces initiatives de transition. Et donc, voilà toute une série d'initiatives de transition qui refusent de travailler avec les gouvernements, y compris les collectivités locales, qui refusent de travailler avec les entreprises par crainte d'être cooptées dans le système. Et créant certes de la sociodiversité, et ça c'est hyper important, mais au risque, je crois, c'est en tout cas la thèse que nous défendons dans le livre, au risque que ces bénévoles qui consacrent leur soirée et leur week-end à ces initiatives de transition citoyenne s'épuisent, n'y croient plus, et que finalement les initiatives s'écroulent. Et donc, je t'ai vu Patrick et je ne t'ignore évidemment pas, et donc je crois que nous devons tenter d'apprendre non seulement des échecs, cooptation ou effondrement de ces initiatives de transition, mais aussi des succès. Et qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Mon ami Michel Bowens, qui est le fondateur de la fondation Peer-to-Peer, et qui travaille beaucoup sur les communs, a étudié à la demande de la ville de Gand les communs dans la ville de Gand en matière d'alimentation, d'énergie, de mobilité, qui marchent. Et il a constaté que ce qui marchait, c'était les alliances civiques, publiques, privées. Les alliances entre initiatives portées par les citoyens et citoyennes, des hommes et des femmes ordinaires, à l'échelle de leur quartier, de leur commune, les collectivités locales, la ville de Gand en particulier, et finalement les entrepreneurs et entrepreneuses locales qui peuvent apporter un savoir-faire, une compréhension des enjeux, peut-être une expertise en matière de gestion financière par exemple, permettant à l'initiative d'avoir une longue durée de vie et d'être viable économiquement. Et cette étude sur les communs à Gand est aussi ce qui nous a inspiré dans l'écriture du livre. Et donc l'écriture du livre porte sur cette idée d'un État partenaire, des collectivités locales et de ce qu'elles peuvent faire pour que cette énergie des hommes et des femmes ordinaires qui veulent changer le monde à partir d'initiatives de transition puisse être un ingrédient pour transformer la société. Et nous mettons en avant 4 outils de l'État partenaire. J'en ai presque terminé, Patrick. La première, c'est la réduction des inégalités. Il est extrêmement important de ne pas voir l'État partenaire comme une sorte de substitut à l'État social, l'État-providence. La réduction des inégalités est clé, est absolument clé pour que les personnes souhaitent s'investir dans le changement à l'échelle locale. Avec Kate Pickett et Richard Wilkinson, nous venons d'ailleurs de publier à 3 un chapitre d'un bouquin sur cette question, et nous tentons de montrer comment la réduction des inégalités entraîne davantage d'investissement dans l'action civique. Et on a d'ailleurs une série d'études, dont celle dont ce graphique est tiré, qui porte sur 24 pays européens et qui montre la corrélation très lisible sur ce graphique entre la participation citoyenne, la ligne verticale, et le taux des inégalités. Plus à droite, vous avez des États plus inégaux, plus à gauche des États où l'égalité est au contraire plus forte. Et vous voyez que plus les États ont réduit les inégalités de revenus et de patrimoine, et plus le souhait de s'investir dans les actions civiques est important. Et donc, réduction des inégalités, ça fait partie de ce qu'on doit faire pour que les gens aient envie de s'investir dans la communauté dont ils se sentent par conséquent partie prenante. Et puis, deuxième outil, c'est l'organisation de l'espace. On a des architectes, des urbanistes qui organisent l'espace urbain de manière telle que les gens se parlent, de manière telle qu'ils aient des communs à entretenir, de manière telle qu'ils ne se contentent pas de travailler à côté les uns des autres, mais soient obligés de travailler les uns avec les autres, de manière telle que différents mondes sociaux puissent interagir
et qu'on se sente solidaire du territoire que l'on habite, notamment avec des espaces pour le transport doux, permettant aussi de rapprocher l'emploi, la culture, l'éducation de ces lieux de vie. Je n'ai pas le temps de détailler ça, mais je pense que les architectes et les urbanistes pourraient trouver là une source d'inspiration. Ils peuvent, comme d'autres, contribuer à des espaces qui encouragent l'innovation sociale. Troisièmement, le droit à l'expérimentation. Il y a certains pays, dont la France, qui ont des dispositifs permettant d'expérimenter au niveau local, en dérogeant pendant un temps déterminé aux règles qui sinon entraveraient l'expérimentation. Et puis, au terme de 5 années d'expérimentation, on évalue si l'expérience a réussi. Le cas échéant, on peut étendre l'expérience au-delà du territoire dans lequel elle est née. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ATD Quart Monde et les territoires zéro chômeur longue durée. Ça a démarré avec un petit nombre de municipalités françaises. Aujourd'hui, elles sont 58 après une évaluation positive faite des expériences pilotes dans ce domaine. L'innovation sociale suppose qu'on permette de créer des espaces où des niches d'innovation puissent naître, et on peut devoir déroger à la règle pendant un temps déterminé avant que l'expérimentation s'étende. Je termine en disant qu'il faut, finalement, c'est le 4e et dernier ingrédient, que l'administration publique change sa culture. Il ne s'agit plus simplement, au nom du savoir d'experts que l'on détient, de faire les choses pour les gens. Il ne suffit plus simplement de faire les choses avec les gens dans des démarches participatives, il faut faire à travers les gens, en misant sur l'inventivité citoyenne, en créant des espaces où les gens puissent expérimenter. Voilà, c'est ça que vous trouverez dans le livre. Je remercie Etopia d'en soutenir la publication après en avoir appuyé la traduction. Merci Patrick. Merci Olivier. Je me souviens bien, dans le mythe, Chronos mange ses enfants. C'est pas le plus beau rôle, hein. Je pense qu'il y a des liens entre la présentation qu'Olivier vient de faire et celle que Catherine Larère va vous proposer maintenant. Catherine qui est philosophe et qui enseigne à la faculté de philosophie de l'université de Paris, Sorbonne. C'est pas philosophe, c'est pas... Non, mais je suis à la retraite. Oui, mais vous restez philosophe. Si la retraite empêchait de rester philosophe, ça se saurait. Ce serait bien dommage d'ailleurs. Elle est spécialiste de l'éthique de l'environnement et de différents sujets liés à la protection de la nature, aux inégalités environnementales. Elle a d'ailleurs écrit plusieurs livres, dont Les inégalités environnementales, et aussi, premier lien avec ce qu'Olivier nous a partagé, Le pire n'est pas certain. Il y a d'autres livres qui sont également disponibles ici au stand d'Etopia. Mais Catherine s'intéresse beaucoup justement aux questions des mobilisations, là où parfois certains discours politiques laissent à penser que les citoyens résisteraient à la transition que l'État voudrait mettre en œuvre. C'est plutôt le contraire que Catherine Larère explique. Et elle va nous parler maintenant, pendant 8 minutes, de cette écologie d'en bas, et elle le fera de la lumière, bien proche là du siège noir. Merci, et on vous écoute. Merci de l'invitation et bonjour ou bon après-midi à tous ceux qui sont là. Oui, on s'imagine toujours qu'on va être original, mais en fait, je vais continuer dans la ligne de ce qu'a présenté Olivier, et je pense que la convergence est plutôt une bonne chose que quelque chose à redouter. Oui, je voudrais plaider pour une modification du regard sur l'écologie politique, que le regard se détourne un peu de ce que j'appelle l'écologie officielle, pour aller voir ce qu'on pourrait appeler une écologie populaire, ou plutôt une écologie d'en bas. Et c'est ce changement du regard que je voudrais introduire, justifier et un peu expliquer dans les minutes qui me sont accordées. Oui, on peut dire que, disons depuis les années 70, il y a une inquiétude environnementale qui est montée dans le monde un peu partout au regard de l'état du monde, un état du monde renseigné et diagnostiqué
par les scientifiques et qu'à partir de là, les institutions politiques à différents niveaux, de l'international au territorial en passant par le régional et le national, se sont mobilisées pour apporter des réponses à ce qui avait été diagnostiqué. Donc c'est ainsi qu'il s'est mis en place le schéma qui est le schéma d'élaboration des politiques publiques écologiques, qui est diagnostic, prise de conscience, action. Et donc, on peut le voir à travers les rapports des institutions scientifiques mises en place par des institutions internationales, politiques internationales, comme institutions comme le GIEC, comme l'IPBES, mais il y en a quantité d'autres, et il y en a sur tous les différents problèmes, que ces institutions font des rapports, que ces rapports sont autant d'expertises proposées à des décideurs politiques qui vont mettre en place à différentes échelles et à différents niveaux des schémas d'action. Et c'est ainsi qu'il y a des lois dans chaque pays qui se donnent des objectifs, et ces objectifs sont déroulés en propositions d'action échelonnées, on a parlé de temporalité, échelonnées suivant le temps, avec un objectif en 2030, en 2050, etc. Et donc, il y a tout un schéma d'action descendant très important, hein, une structure très, très impressionnante et qu'on peut étudier dans les différents pays et qui existe. Mais le problème de cette vision, donc je vous dis, l'écologie officielle, telle qu'on l'a diagnostiquée, telle qu'on en a débattu à différents niveaux, telle qu'on a pris des résolutions, telle qu'on les a déclinées en propositions d'action, c'est que dans ce schéma descendant, en bas, on n'a plus qu'une série d'acteurs individuels. Alors ça peut être des individus empiriques, ça peut être des individus, des personnes morales comme des entreprises, mais c'est toujours des individualités qui sont censées n'avoir d'autres motifs que la recherche de l'intérêt particulier. Et donc, de ce point de vue-là, ces schémas politiques descendants cherchent à inciter, orienter, contraindre, mais ce sont elles qui, d'une façon ou d'une autre, alors écologie incitative, écologie punitive, enfin tout ce que vous voulez, mais des gens qui sont soit indifférents, soit plutôt résistent, mettent une certaine mauvaise volonté à agir. Et donc, on a l'impression que la transition écologique, c'est au niveau qui est encore un niveau stratégique d'action, qui est le niveau des États, que la transition écologique, c'est un schéma, un ensemble d'actions proposées ou imposées plutôt par l'État à une société civile arc-boutée sur ses intérêts particuliers, et que donc les politiques publiques ne rencontrent que des résistances. Or, si on regarde un peu, et si on regarde finalement une certaine impuissance des politiques publiques, on se rend compte qu'en fait, c'est très exactement le contraire qui se passe. On n'a pas un État qui incite à agir et des citoyens, des individus qui résistent. On a des citoyens qui se mobilisent pour obliger l'État à faire, obliger l'État ou les États, obliger l'État à faire ce qu'il montre une grande mauvaise volonté à faire. Alors, donc, je vais essayer de vous faire passer du haut vers le bas, et de ce qui n'est pas une résistance, mais qui est au contraire une initiative, une action volontaire. Je prendrai différents aspects. Le premier aspect, qui va dans le sens de ce que je viens de vous dire, non, ce n'est pas l'État qui lutte contre une société civile qui résiste, c'est la société civile qui impose à l'État ce que l'État traîne les pieds à faire. Je
dirais bien sûr toutes les grandes manifestations autour du climat, les manifestations de la jeunesse, mais aussi les manifestations de justice climatique qui avaient lieu particulièrement en 2015, puis qui se sont prolongées avec les manifestations de la jeunesse pour le climat. Je dirais aussi tout le contentieux judiciaire qui s'est formé autour de le non-respect par les États des engagements qu'ils avaient pris et qui a conduit à un certain nombre d'actions judiciaires, à un contentieux où souvent des gouvernements ont été condamnés. Il y a eu l'affaire Urgenda en 2015. Bon, en France, d'où je viens, il y a eu l'affaire du siècle. Là aussi, le dépôt de plainte de la commune de Grande-Synthe qui a conduit à une condamnation de l'État. Il y a le procès engagé contre Total. Il y a une action engagée contre la BNP qui finance des énergies fossiles. Donc, il y a une action efficace, finalement, et orientée non pas par des intérêts particuliers, mais par le souci de l'intérêt général et par un souci des communs. Ça a été mis en évidence dans des études, des arguments échangés dans ces procès du contentieux climatique. Mais là, on peut dire qu'on reste encore finalement dans un partage des tâches qui correspond à la division de la société civile et de l'État. C'est-à-dire que c'est la société civile qui presse, mais c'est l'État qui agit. Qu'il s'agisse de mobilisation politique ou d'action en justice, il s'agit d'obliger les États à tenir des engagements qu'ils ont pris. Mais il y a toute une série de mouvements, et je pense que la différence avec ce que Olivier Dussutter nous a présenté, c'est que je vais faire une présentation plus conflictuelle que celle qui a été faite, mais qui va aussi dans le même sens. Il y a tout un tas alors, je pense qu'il ne faudrait plus parler de société civile, mais d'initiatives, d'actions autonomes de collectifs en lutte. Et je pense à tout ce que Johan Martinez-Allier, l'économiste écologique, et son équipe de Barcelone, la carte mondiale qu'ils font de ce qu'ils appellent les conflits redistributifs, les conflits de justice environnementale qui peuvent être sur des questions d'eau, qui peuvent être sur des questions d'éoliennes, d'ailleurs, qui peuvent être sur la défense d'un milieu de vie menacé par les progrès des industries extractivistes. Donc, toute cette mobilisation pour défendre des milieux de vie contre ce qui les menace, donc, dont Johan Martinez-Allier fait la carte dans son atlas de justice environnementale. Je pense sous des formes moins directement conflictuelles à le développement, et qui peuvent là s'articuler avec des actions publiques. Mais je pense à tout ce mouvement finalement. Et il a été fait une enquête européenne sur la permaculture. Alors la permaculture, non pas simplement comme une technique de production différente, mais comme un mode de vie, un mode de socialisation, donc à la fois un mode de rapport à la nature et un mode de rapports sociaux, qui prend, je vous dis, il y a une enquête européenne sur le développement de la permaculture comme mode de vie alternatif, finalement. Je pense aussi à tout ce qui est étudié, particulièrement en Amérique du Sud, sous le nom d'économie solidaire, qui sont des formes économiques qui n'ont pas comme seul principe intégrateur le principe du marché, mais qui ont d'autres principes de réciprocité, de redistribution, et surtout, on pourrait dire, de maisonner l'importance que prend ce qu'on pourrait appeler
l'économie domestique de subsistance. Et là, on retrouve tout ce que l'écoféminisme centré sur la question de subsistance, dont Geneviève Pruvot, qui était là hier, pourrait parler bien mieux que moi, où on redécouvre l'importance finalement d'inscrire toute économie, non pas dans une écologie mondiale globale, mais dans les rapports vitaux, hein, dans la reproduction dans tous les sens du terme. Et puis, je pense aussi, pour revenir à des formes plus conflictuelles, hein, à un mouvement comme en France, celui des ZAD et de Notre-Dame-des-Landes, que l'anthropologue Philippe Descola comparait à la Commune de Paris, ce qui n'est pas une petite comparaison. Et puis aussi de façon beaucoup moins visible, beaucoup moins médiatisée, mais qui fait finalement le quotidien de l'environnement, ce quotidien par lequel les hommes et les femmes, dans le milieu qu'ils vivent, à la fois forme ce milieu, hein, l'environnement ou la nature, appelez ça comme vous voulez, c'est pas un donné, hein, c'est une co-construction de l'ensemble des vivants qui s'y trouvent et dans lequel les humains, bien sûr, jouent un rôle important et qui vivent, qui le transforment, qui se le réapproprient. Alors, non seulement les jardins partagés dont on parle beaucoup, mais des façons de récupérer des espaces ou de dépolluer des cours d'eau ou des lacs pour en refaire, on parlait de commun, pour en refaire un espace commun. Bref, montrer finalement que... si on a besoin, c'était je crois un des mots-clés de ces rencontres de l'écologie politique, de réparer le monde il se répare par en bas, beaucoup plus que par en haut. Et donc, ce que je voulais rappeler, c'est que l'écologie politique, c'est pas seulement une question de conscience, donc de savoir, donc de ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Hein. C'est ça la vision de l'écologie officielle, telle que je l'ai présentée d'abord, c'est l'idée que le savoir de l'écologie, c'est celui des scientifiques et c'est celui des décideurs politiques, c'est le savoir scientifique et le savoir politique global. Et que si vous suivez le chemin que j'ai essayé de faire suivre à votre regard, si vous regardez un peu vers le bas, vous vous rendez compte que l'écologie, ce n'est pas simplement une affaire de conscience et de savoir. L'écologie, c'est un mouvement. Et je dirais, l'écologie politique, pour moi, aujourd'hui, c'est la forme que prend le mouvement social, avec des formes très différentes de ce qu'il a pu être au XIXe et au XXe siècle. C'est un mouvement réel. Et bon, on a parlé de collapsologie et de l'inquiétude. Hein. Moi, si j'ai de l'espoir que le monde n'aille pas si vite à sa perte, je l'ai principalement de ce mouvement écologique qui, à mon avis, prend de plus en plus d'importance. Donc je dirais que le problème n'est pas, au fond, le côté, je dirais pas rassurant, mais la possibilité d'avoir de l'espoir, d'avoir confiance dans l'avenir, n'est pas tellement du côté d'un global isolé comme global, et à ce moment-là, ce global, il est source d'inquiétude. Hein. Le global, c'est là où on lance les alertes, et les alertes qui font peur. Il n'est pas non plus du côté d'un local du coup, on ferait éclater en une multitude de parcelles. Il est, pour reprendre l'expression de Bruno Latour, là où on saisit le global à travers le local, hein, là où le global est localisé. Et c'est là, je pense, que des solutions robustes, hein, une transformation, une transition réelle au sens de changer de façon de vivre, c'est là que ça se passe et c'est là qu'on peut penser que ça va continuer à se passer. Et c'est pourquoi, je terminerai, je crois, et c'est pourquoi
Ben, bon, moi, je suis pas une militante. J'ai un peu passé l'âge pour ça, donc je suis un petit peu dans l'étude. Eh bien, je crois qu'on ne l'étudie pas assez, ce mouvement social, cette façon. Là, j'ai donné quelques références, hein, un petit peu partout dans le monde, mais il y a un énorme travail d'information, parce que ce que je crois, il ne faut pas indiquer des solutions en disant aux gens voilà ce qu'il faut faire. Il faut regarder ce qui se passe et aider à ce que ça se passe mieux, ça se répande mieux, ça se développe et que donc les choses aillent du bon côté. Merci. Merci Catherine. L'exercice est difficile hein, de ce timing. Alors, vous avez rappelé le thème général de ces rencontres, réparer et transformer. En introduisant ces rencontres jeudi, j'avais ajouté le mot relier. Je pense que c'est important, ça a été évoqué par plusieurs interventions. Et relier, c'est peut-être aussi relier les différents modes de communication, modes d'approche. Et ça fait le lien avec l'intervention suivante d'Edwin Zakai, un peu en apéritif culturel par rapport au travail qu'Edwin a réalisé avec François Host. Ce sont deux académiques. Edwin a fondé il y a quelques années le Centre d'études du développement durable à l'ULB. François Host est juriste et président de la Fondation pour la génération future. Et ensemble, ces deux intellectuels, académiques et chercheurs, ont écrit une pièce de théâtre inspirée des enjeux écologiques de notre temps, mais aussi se reliant avec des grands récits de l'histoire, puisque leur pièce est intitulée « L'Arche et la Tour », l'Arche de Noé et la Tour de Babel. Donc on recycle ou on replonge aussi dans les grands mythes du passé. Donc un récit sans doute pour désenclaver les questions écologiques et tester d'autres manières de sensibiliser ou de mobiliser autour de ceux-ci. Mieux qui sait, ou plus peut-être que les savoirs spécialisés. Donc c'est une invitation à cette pièce de théâtre, en quelque sorte, que Edwin va nous proposer maintenant, en s'installant là où la lumière le mettra bien en évidence, et tu as accès à la zapette. Bien, bon après-midi. Merci à Etopia pour l'invitation. Donc, en effet, nous sommes tous les deux, François Host et moi, des heureux professeurs honoraires, donc on a du temps, hein, c'est important. Et on s'est un peu amusé à aller sur un terrain différent de celui de nos études, même si François Host a déjà lui-même écrit 2 pièces. Alors, la tour de Babel, je crois que tout le monde en a entendu parler, c'est un mythe qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Et ça a inspiré beaucoup d'artistes dans le passé. L'idée, c'est qu'elle monte, donc vous avez la croissance hein, qui est excessive et qui conduit à un effondrement, on dirait aujourd'hui que c'est de la collapsologie avant la lettre. Et donc ça, c'est l'interprétation que l'on a de la tour de Babel, mais il y en a une autre. Et c'est une interprétation que François Host a pu mettre en évidence parce qu'il connaît bien ces textes. C'est le fait que dans cette tour, on explique dans la Bible que les gens qui y habitaient ne parlaient qu'un seul langage. Et qu'il y avait des langages multiples avant et il y en a eu après. Et dans cette tour, il y avait ce langage unique. Donc nous, on a repris cette idée-là à travers une tour moderne qui est une multinationale qui s'appelle Babylone. Et dans cette multinationale, on a des dirigeants qui voient les choses uniquement à travers leur point de vue très étroit, qui utilisent des tautologies, c'est-à-dire ils restent enfermés sur eux-mêmes. Ils sont d'ailleurs assez contents d'eux-mêmes et de leur pouvoir, de leur consommation. Vous avez la directrice financière qui dit « je crois en la croissance ». Il y a celui qui s'occupe des images, de faire proliférer les images au bénéfice de la tour. Il y a celle qui gère les risques toujours de la même façon.
Et autrement dit, ils sont en fait aveugles à tout ce qui n'est pas dans leur logique. Mais on sait, l'extériorité, ça existe, et la logique du réel va faire un retour à travers la montée des eaux. Dans la pièce, on va entendre pleuvoir. Oui, entre parenthèses, cette pièce sera montée dans 1 an à Bruxelles par une troupe amateur. On est en train déjà de travailler avec une metteuse en scène. Et donc, on va avoir de l'eau qui va arriver, et les dirigeants de la tour, soit vont nier ce problème, soit vont penser qu'ils vont le résoudre avec des solutions technologiques. Mais il y a une révolte des personnes qui se trouvent dans le bas de la tour, qui ne sont pas du tout contents d'avoir leur appartement inondé. On essaye de les calmer, soit avec des petits avantages économiques, soit en leur faisant peur, en leur disant « attention, si vous n'êtes pas content, il y a ceux-là qui arrivent et qui vont prendre votre place ». Donc vous voyez, ce sont des thèmes assez actuels, mais on les traite d'une façon ironique, d'une façon un peu caricaturale. On s'est inspiré de la pièce de Ubu Roi d'Alfred Jarry et aussi de pièces de Boris Vian. Boris Vian, qui était au départ un ingénieur, qui est allé dans le domaine artistique et qui est en quelque sorte bifurqué, on dirait aujourd'hui. Et dans la pièce, il y a le personnage principal est justement un ingénieur qui va sortir de la tour et qui va se retrouver dans un autre endroit. Et vous l'avez deviné, c'est l'Arche. Et donc, l'Arche de Noé est également un mythe qui est très riche, qui a aussi inspiré des artistes. Et bien sûr, il y a les différentes espèces. Donc là, si vous voulez, c'est l'opposition avec, cette fois-ci, la pluralité des espèces, la pluralité des langues, la pluralité des logiques, et le raccordement à des logiques naturelles qu'il n'y a pas du tout dans la tour. Et vous voyez aussi que l'arche flotte, tandis que la tour, elle est massive. Donc voilà, encore une image de l'arche. Alors, vous avez un ours ici qui vous dit bonjour, et ce n'est pas l'ours qui se trouve loin, celui auquel on a identifié beaucoup trop longtemps le changement climatique et qu'on a, en fait, quelque part, ça nous a éloignés de ce problème-là. Non, on a voulu, en fait, dans l'acte qui traite de l'arche, avoir des représentations d'animaux. Bon, c'était difficile d'avoir des petits animaux, donc on a un grand animal qui est un ours. Et l'ours n'est pas un ours qui parle comme dans une fable de La Fontaine. Non, bien sûr, c'est un acteur qui est dans le déguisement, mais il a la logique de l'ours, en fait. Il a la logique d'un animal, il n'obéit pas. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut tenir compte de ces différentes logiques. Alors, je vais arrêter là pour économiser le suspense sur l'histoire. Les personnages de l'Arche de la Tour vont devoir se tirer de ce problème, qui est quand même assez inquiétant, de cette montée des eaux. Et... excusez-moi. Et donc, il va y avoir différentes péripéties. Et donc, dans cette pièce de théâtre, ce qu'on a voulu faire, si vous voulez, tout d'abord, c'est de ne pas être manichéen, parce qu'on pourrait dire, la tour, c'est les mauvais, l'arche, c'est les bons. Non, vous savez, il y a cette chanson, on a tous en nous quelque chose de Tennessee, vous connaissez sans doute Johnny Hallyday. Eh bien, là, on dit, quelque part, on pense qu'on a tous en nous quelque chose de l'arche et quelque chose de la tour. C'est vrai qu'on est aussi nous-mêmes attirés par la richesse, par la croissance, et qu'on est aussi attirés par ces éléments de nature. Et donc, on va confronter en fait les acteurs à des situations. Ils vont chacun défendre en réalité leur position à travers une série de péripéties qui va nous amener dans cette pièce. Cette pièce comprend également de la musique. On a des chansons avec une chorale, et ça va donner aussi, on a parlé de l'émotion tout à l'heure, ça va accroître l'émotion parce que la musique nous touche. J'imagine que c'est étudié au niveau des émotions, c'est vraiment un catalyseur d'émotions. Et de cette façon, on a aussi une énergie supplémentaire qui va être là. Voilà, donc le livre, en effet, il est là.
Et je vous donne rendez-vous dans un an, si ça vous attire, à la représentation de cette pièce. Merci. Attends, excuse-moi. Oui, je suis peut-être le seul qui a encore une minute, peut-être. Et peut-être que je voudrais... Voilà, c'est ça, je me disais que j'avais encore quelque chose que je voulais dire. Les productions culturelles, on se fait plaisir, hein, c'est évident, c'est très agréable de faire ça. Et je pense que c'est utile dans la mesure où ça peut donner un sens à ce qu'on vit, ça peut donner des sens qui sont pris des mythes. En fait, on a voulu aller puiser dans des choses qui ne sont pas directement utilisées dans ces rapports écologiques que l'on connaît. On a voulu aller chercher ailleurs, en fait. Regarder de façon latérale, de façon transversale, pour donner d'autres ouvertures et pouvoir également donner un sens éventuellement à ce qu'on vit, puisque c'est tellement difficile de trouver un sens parfois. Mais en même temps, je voudrais faire un petit bémol là-dessus, parce qu'il est évident que les productions culturelles ne doivent pas remplacer l'action politique et que ça ne doit pas être un refuge aussi agréable, je dirais, comme devant des séries, etc. Voilà, il faut aussi sortir et voilà, c'est ça que je voulais aussi dire. Merci. Merci beaucoup, Edwin. Et merci pour cet hommage à Bruno Latour qui nous invite à redevenir terrestres. Voilà notre pénultième intervenant maintenant. C'est Si Le Cerf Maulepoix, qui a aussi écrit un livre qui se trouve à notre stand, L'écologie déviante, voyage en terre queers. Il est journaliste, il est chercheur, il est engagé dans toute une série de collectifs à la fois LGBTQI, mais aussi de justice climatique depuis la période de la COP21, auteur de ce livre. Et il va nous proposer une lecture originale, peut-être, du rôle des queers dans les mobilisations écologistes, sur base d'un texte que tu as écrit, si je ne me trompe, dans le cadre des soulèvements de la Terre. Oui. Je vais peut-être... je me suis dit, en écoutant les... Et je t'invite à te mettre le plus possible au cœur de la scène. Je vais essayer d'être clair. De toute façon, c'est en partie une lecture. Et puis, j'ai un peu fait la fête hier, donc je ne suis pas très frais. Donc voilà, j'essaie de rester un petit peu dans le corps. Oui, c'est un texte qui a été écrit au sein de l'ABCDR, en ce qui a été publié avec différentes autoristes, chercheuses et militantes et collectifs militants en soutien au soulèvement de la Terre suite à la répression qui s'est abattue sur les mouvements écologistes. On a beaucoup parlé d'essayer de convaincre les États, mais on n'a pas énormément parlé de la violence étatique qui se déploie aussi sur les mouvements écologistes à travers tout un arsenal qui continue à s'inventer, à se technologiser, etc. J'avais juste envie de repartir quand même de cette violence-là, notamment quand on cherche à réfléchir aux questions de justice. C'est pas du tout l'enjeu de mon texte, parce que je vais parler des queers, mais bon, la violence, il sera évoqué. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais le vivant a toujours été queer. Depuis des siècles, humaines et non humaines excèdent, tordent et transforment les cadres normatifs au sein desquels on souhaite les appréhender, les comprendre, les maîtriser ou les domestiquer. Bactéries, micro-organismes, animaux, végétaux se rient des sciences trop dures. Champignons, poissons, reptiles ou oiseaux paradent dans les plus folles couleurs, se frottent, frictionnent, se pénètrent, se font jouir sans se reproduire, collaborent, donnent naissance par elles-mêmes, transitionnent au mépris des idéologies évolutionnistes les plus réacs. Il y aurait évidemment à écouter et prêter attention à cet important bestiaire queer, pour reprendre les mots de la philosophe Emma Biget, qui, je cite, conteste la naturalité ou la prétendue supériorité évolutive du sexe reproductif et de la binarité des genres et des sexes. Tout comme il y aurait à lire, découvrir, celles qui, depuis des siècles, catégorisées comme perverses, hystériques, déviantes ou contre-nature, fomentent dans l'ombre vivace de marches théoriques ou politiques d'autres perspectives sur notre condition de terrestre. Depuis des décennies, revendiquées aujourd'hui comme LGBTQI
ou résistant différemment aux normes sexuelles et de genre hégémoniques, certaines d'entre nous font émerger d'autres formes de vie et manières de vivre ensemble. Que vous leur prêtiez attention ou non, beaucoup d'entre elles ont produit ou produisent également des analyses sur ce qu'elles ont historiquement subi, sur la manière dont le technocapitalisme abîme leur corps, leurs habitats, les utilise et les exploite, leur promet monts et merveilles après les avoir enfermés, médicalisés, corrigés de force, constitués ou stigmatisés comme malades, indignes d'être soignés, fléaux social ou criminels. À rebours d'une vision simpliste qui réduirait les enjeux LGBTQI tantôt à des politiques de représentation et de visibilité, telles qu'ils s'énoncent au sein du capitalisme de la diversité, tantôt à des vies gangrénées par un appétit technophile, transhumaniste, dépourvu de sens moral ou critique, prêt à pervertir les enfants ou à en faire par tous les moyens. Je rappellerai que nombre de vies queer sont présentes dans les milieux politiques et militants que vous côtoyez, organisent et participent aux mobilisations collectives contre les énergies fossiles, les méga-bassines, les grands projets inutiles, les actions directes liées à la justice climatique, que vous les remarquiez ou non. À leur mesure, au rythme de leurs propres possibilités d'émancipation et des urgences qu'elles traversent, auxquelles elles répondent d'ailleurs souvent sans le soutien des autres luttes, et elles ont lutté et continuent de le faire pour la démocratisation des savoirs médicaux, pour squatter les technologies de soins et en réclamer des usages plus justes et dignes. Et elles habitent parfois les zones à défendre, créent des refuges, des communautés autonomes afin de se défendre et de se protéger des violences politiques et sociales qui les visent continuellement. Depuis des décennies, elles se font aussi arrêter, enfermer, tuer pour ce qu'elles incarnent au nom de leur droit à la dignité, de la protection et de la défense des territoires et d'écosystèmes menacés au sein desquels elles vivent. Et elles vous soutiennent, font parfois l'amour avec vous, vous critiquent ou s'opposent à vous, vous aiment du mieux qu'elles le peuvent. En tous les cas, elles sont là, partie intégrante de ce mouvement de résistance complexe. Aujourd'hui, cette réalité doit interpeller des soulèvements et mouvements écologistes confrontés à une criminalisation croissante, notamment lorsqu'ils décident de se confronter directement à l'État et à la violence qu'il s'apprête à déployer lorsqu'il lui faut protéger ses propres intérêts ou celui de ses alliés internationaux. Si favoriser de nouvelles complicités entre les luttes est urgent, reconnaître et protéger la puissance de ses propres forces en présence et à venir l'est tout autant. Car il ne s'agit pas d'une simple alliance entre luttes distinctes. Nous sommes déjà au sein de vos luttes et mériterions de l'être bien plus encore. Comme je le disais, il ne s'agit pas d'un énième management de la diversité propre au fonctionnement des entreprises, des institutions ou des partis politiques, processus de récupération bien connu du progressisme néolibéral. Il s'agit de définir collectivement ce que nous souhaitons garantir lorsque nous parlons de terre qui se soulève ou de nature qui se défend. Simultanément aux attaques politiques les plus récentes à l'encontre des activismes écologistes, les violences menées à l'encontre des personnes migrantes, racisées, les reculs législatifs contre les droits LGBTQI menés en Italie, en Angleterre, en France et plus généralement par l'Union européenne et dans le reste du monde se multiplient sans que les autres luttes sociales ne s'en émeuvent ou ne les intègrent parfois à une réflexion politique plus large sur ce que signifierait penser l'art d'habiter ensemble notre maison terre. Refusant de reconnaître la manière dont nous sommes toutes intrinsèquement liées et façonnées par la technosphère, des idéologies réactionnaires et protectionnistes de la bonne nature, je l'ai évoqué tout à l'heure, des corps et de pratiques rêvées comme naturelles, témoignent d'une vigueur nouvelle et nous placent sur le banc des accusés. Parfois revendiquées comme écoféministes, décroissantes ou technocritiques, ces visions, même minoritaires, méritent des positionnements clairs sur les définitions que nous voulons donner aux termes que nous réclamons dans nos luttes, ne serait-ce que pour éviter qu'elles fournissent des armes conceptuelles à un ennemi commun que les événements et catastrophes politiques actuelles ne font que confirmer, la montée des puissances fascistes ou proto-fascistes actuelles. Or, ce travail terminologique et politique est loin d'être évident entre nous, notamment dans des moments de crise promptes à faire émerger des boucs émissaires. Trop souvent, le silence, la gêne et la confusion, régnant encore à l'endroit de nos normes intimes, prévaut sur la volonté de remettre au travail ce qui définit nos subjectivités, nos désirs et nos comportements. Dès lors, les queers restent une population à part et des terrestres de seconde zone.
Pourtant, queer signifie bien plus qu'une identité stratégique ou une théorie importée des États-Unis. C'est un mouvement qui secoue le présent, un mouvement de résistance face à l'appauvrissement considérable dans lequel nous plongent nos constructions normatives, intrinsèquement liées à la reproduction sociale du capitalisme. Le queer est la reconnaissance de nos enchevêtrements, et là j'en reprends un terme qui a été glissé hier par Geneviève Pruvot, l'insurrection d'un désir fiévreux et non dogmatique, d'habiter plus pleinement nos corps, nos sexualités et nos sensibilités, le besoin vital de mettre en crise et en jeu tout ce qui obstrue nos puissances de vie et de deuil, nos manières d'organiser relations humaines et non humaines. C'est une promesse, un appel à nous rendre plus attentifs à la manière dont mutent et se maintiennent les oppressions, dont les formes de vulnérabilité systémique de différents groupes sociaux marginalisés s'exacerbent à chaque crise écologique, sanitaire ou sociale. Il manque une page. Non. Sociale. À l'heure donc où la fascisation des pratiques gouvernementales et des cadres de pensée politique se propose de dynamiter toute compréhension des droits fondamentaux, mais aussi, j'ai un problème dans ma construction de phrase, de menacer le respect et la dignité des existences humaines, la construction de futurs désirables et puissants nécessite que nous puissions ensemble non seulement protéger les existences queer, mais aussi apprécier les horizons qu'elles ébauchent inlassablement pour nos soulèvements communs. Merci. Merci. Si. À la fin de ce voyage à travers cette série d'interventions de Green Talk avec Denetem Tuam Bona. Vous l'avez peut-être déjà entendu lors de ses interventions, de son intervention hier. Il fait partie de ces auteurs qui jettent des passerelles entre les mondes. Un écrivain aux identités frontières. Hier, il disait à un moment donné que cette identité transfrontière ou avec des racines sur différents continents lui permettait d'avoir un double nous, ce qui était tout à fait intéressant comme approche, me semble-t-il. En écologie scientifique, on parle d'écotone. Je ne sais pas si vous connaissez la notion d'écotone. C'est cette zone entre deux écosystèmes où on trouve à la fois les espèces d'un écosystème, des espèces de l'autre écosystème, mais aussi des espèces qui ne sont que dans cette zone-là. Donc une zone d'une richesse, d'une diversité particulière. Et c'est peut-être de là que Denetem s'attache à penser le monde à partir de l'expérience historique et utopique du marronnage, cette fuite et ces résistances créatrices des esclavisés. Alors lui aussi, il a écrit bien sûr plusieurs livres. Vous avez ici dans sur notre stand La sagesse des lianes. Et il a aussi participé à la réalisation d'un film consacré à la jungle de Calais, où il témoigne de sa volonté d'articuler les notions de refuge, de droit d'asile et la question du vivant. Alors, il va nous proposer ici aussi un texte qui composera son prochain livre, où il nous interroge sur les différentes résistances possibles et la puissance créatrice des milieux et des êtres vivants. Ce sera la fermeture de cette série de Green Talk, mais aussi une ouverture vers ces différentes formes de résistance. La parole est à toi, Denetem. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à toute l'équipe d'Etopia et à tous ceux qui sont là prêts à donner un peu de leur attention. Alors j'en profite pour dire aussi que pour ceux qui ne parlent pas français ou qui ont du mal à lire en français, j'ai un livre qui est publié aux États-Unis, Angleterre, qui s'appelle Fugitive, Why Are You Running?, qui comprend aussi des textes inédits, où j'aborde aussi la question de la cybernétique, enfin d'autres questions, Mayotte aussi, enfin pas mal de choses. Voilà. Et oui, un petit rappel, tiens, c'était peut-être important de le dire, avant que je vous propose une expérience de pensée. En fait, l'écologie, quelque part dans certains mondes, notamment les mondes afrodescendants, mais pas que, c'est aussi qu'on appelle les mondes des peuples autochtones, des Premières Nations,
elle n'a pas tellement de sens en tant qu'expression, parce que l'écologie, elle est indissociable du mouvement même de réexistence. Quand votre humanité a été niée, quand vos terres ont été transformées en espace vierge, en espace blanc, en décrétant comme nuls et non avenus vos pratiques horticoles, vos itinérances, vos sites sacrés, vos sépultures, en fait, l'écologie, elle ne peut être qu'un mouvement de libération, en fait, et une libération du mouvement, d'où la dimension aussi chorégraphique, la dimension musicale de ces mouvements. Et j'aime bien en fait apparaître, surgir, parce que moi je partage pas tellement l'idée d'atterrir en fait. C'est quand on a été relégué sous terre, l'impératif c'est pas vraiment d'atterrir, c'est plutôt de surgir de terre, d'aller toujours plus haut, higher comme ils disent. D'où dans la soul music on dit pas atterrissez, non, on dit non, élevez-vous en fait. Et si tout est sur le même plan, je vois pas comment on peut soulever. Et un des problèmes de certaines philosophies aujourd'hui, de ce qu'on appelle les ontologies, c'est que s'il n'y a plus qu'un seul plan, en fait, humain, non humain, déjà on qualifie en fait les autres êtres vivants en fonction de l'humain, donc je ne vois pas en quoi on sort de l'anthropocentrisme, et en plus on élimine la dimension métaphysique de nos existences. Et en Nouvelle-Zélande, les Maoris, dans leur triomphe, dans leur victoire pour faire reconnaître leur cosmologie par le droit néo-zélandais, ils ont fait reconnaître dans l'entité du fleuve Wanganui, qui est tout un ensemble, les dimensions physiques et métaphysiques du fleuve, et avec tout ce qui va avec, en fait. Et donc, oui, j'aime bien donc, apparaître là où on ne m'attend pas forcément. Une des figures qui incarne en fait notre monde, c'est peut-être celle qu'on oublie souvent en fait de l'embryon in vitro. Au point qu'on peut parler, comme Anne Lafontaine, une chercheuse canadienne, de civilisation in vitro. Donc c'est pour rappeler l'ambivalence en fait de la notion du vivant, parce que c'est peut-être au moment où on en parle le plus que justement il est le plus en phase d'être complètement en fait, enfin d'être assez complètement phagocyté par le capitalisme, ce qu'on appelle la bioéconomie, le biocapital. Et donc, moi, je ne me complais pas dans des dystopies ou dans des histoires d'effondrement, même si je trouve que l'effondrement, c'est plutôt une belle nouvelle. Si on prend l'effondrement de Rome, qui était une société esclavagiste, je ne vois pas en quoi c'est atterrant, en fait. Et comme dirait Walter Benjamin, qui précède de loin, en fait, les auteurs cités tout à l'heure, la catastrophe, c'est que les choses continuent comme avant, en fait. Donc, oui, donc dans l'expérience de pensée que je vous propose, en fait, je ne vous propose pas des certitudes, mais plutôt un tremblement, plutôt un questionnement. Moi, je viens de philo, en fait. Donc, ce que je fais dans des expositions, en faisant de la dramaturgie de pièces, de danse, etc., pour moi, c'est de la pratique de la philo, en fait. C'est un enjeu politique. Comment, en fait, rendre accessibles des choses très compliquées, comme les biotechnologies, comme la financiarisation de l'économie, comme la gouvernementalité algorithmique, tout ça, comment on rend ça accessible? Parce que c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. On ne peut pas penser seulement selon certaines grilles du passé, en fait. Donc, voilà, moi, je n'ai pas d'image à montrer, donc je compte sur votre imagination. Je ne suis pas comédien, mais je vais faire du mieux possible. Et je vous laisse produire vos images. Et il y a plein de lectures possibles, en fait, dans ce que je dis. Et moi aussi, je vais mobiliser des figures comme la Tour, comme Babylone, mais ce sera plus au sens du rastafarisme, qui en avait fait justement une arme de guerre pour dénoncer tout système d'exploitation, d'aliénation, en fait, d'oppression. Et aussi l'Arche, qui sera présente aussi dans le petit texte. C'est un extrait. Donc, dans ce qui va venir, il y aura d'autres figures qui, au-delà de ces figures occidentales, en fait. Donc, ça s'appelle Rhizophora Blues. Enfin, c'est un titre provisoire. M-E-D-U-S-E. Méduse. Luciole en suspens, si l'être se détache dans une pénombre dense, presque palpable. Anansi ferme les yeux, mais les hologrammes continuent à vibrer sous ses paupières. Persistance rétinienne de la seule image lui restant du centre de cryogénisation.
Cela fait déjà plusieurs jours qu'une des tentacules de méduse l'a rejeté sur les rives spongieuses d'un espace sans contour. Une membrane qui se délate et se contracte au rythme des pulsations des néonets. Plusieurs jours déjà, et pourtant Anansi continue à flotter dans le suspens d'une vie in vitro. Un verre qui s'échappe de ses doigts désaccordés, du sel versé dans le café, un sursaut face à son propre reflet, des douleurs et des gestes fantômes. Elle découvre à chacune de ses absences des membres impossibles à remembrer. Le froid de l'azote liquide s'insinue encore entre elle et la vie. Elle ne cesse d'atterrir dans son corps, un corps devenu étranger, hostile. Plongée plus d'un siècle dans l'outre-monde d'une chrysalide cryogénique, l'irréalité qu'elle ressent n'a rien d'un sentiment. C'est une incarnation travaillée par le néant, une existence spectrale. Elle est morte là-bas dans un autre temps, et sa mort n'est pas encore arrivée ici. Sa vie n'est qu'une mort différée, vie nécrosée à l'image du monde qu'elle a quitté en 2022, alors qu'elle était sous assistance respiratoire. Ses pensées tournent en boucle, mais ce matin, pour la première fois, la jeune femme est plus forte que sa peur primale. Elle sort de l'alvéole qui lui a été attribuée, traverse d'une traite un hall sphérique, esquive regards inquisiteurs et trajectoires convergentes, franchit le sas donnant sur l'extérieur pour atteindre à une centaine de mètres l'extrémité d'une terrasse en cœur inversé. Les mains crispées sur la rambarde, ses boucles serpentines animées par le vent, elle s'emplit les yeux, l'esprit et les poumons des eaux laiteuses du lagon aux limites marquées par le fracas des vagues contre des masses indistinctes et le bleu gris menaçant de l'océan. À peine s'incline-t-elle vers le bas qu'elle est prise de vertige. Du précipice qui s'étend à ses pieds émerge une multitude de racines amphibies, des arcs-boutants qui se chevauchent les uns les autres jusqu'à des hauteurs prodigieuses, soutenant ainsi la tour où elle se trouve, tout en la reliant au fond opaque des eaux comme autant de nerfs et d'artères. Par la poussée irrésistible de leurs enchevêtrements, ces courbes fractales propulsent le donjon végétal au-delà des marges, au-delà des nuages. C'est un arbre sans fin, plutôt qu'une tour, une version aquatique d'Yggdrasil. Affolé, le regard d'Anansi fuit vers la pointe stratosphérique de l'arbre-monde jusqu'au moment où son cou bascule et où tout se met à tourner. Tes bras cueillent sa chevelure sombre juste avant qu'elle ne s'écrase au sol. Anansi se réveille dans une enveloppe végétale chaude, humide et soyeuse, une des gousses géantes que donnent les lianes cylindriques qui s'agrippent, au moyen de vrises et de crampons, à l'écorce de la tour ainsi qu'à ses excroissances coralliennes. Réagissant à ces mouvements, la cosse s'incline vers le bas et s'ouvre au ras du sol. La jeune femme roule doucement sur une herbe bleu cyan, la peau entièrement recouverte de filaments safran qui épousent le réseau de ses veines. Tout près d'elle, préparé un dessin, un madras dont elle se recouvre dans un geste somnambule. Bienvenue à Rhizophorapolis, Anansi. Ces causes de régénération que vous venez d'expérimenter sont une pure merveille. Elles sont branchées directement sur le métabolisme de la tour. Cela fait 4 jours que je guette votre sortie. Trop heureux de pouvoir enfin vous parler. L'homme qui se tient devant Anansi pose sa main droite sur son cœur tout en s'inclinant. Wanto. Anansi, soupçonneuse, fixe Wanto des yeux sans répondre. Elle n'arrive pas à lui donner un âge et remarque que sa peau sombre renvoie des reflets irisés. Rhizophorapolis, c'est le nom de notre arbre cité. Anansi. Laissez-moi deviner. C'est un nouveau parc d'attractions éco-friendly. Wanto sourit avec... Wanto sourit avec bienveillance. Je vois que vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour, Anansi. Rhizophora, c'est d'abord le nom d'un palétuvier. Bon, j'en profite pour dire que la mangrove, composée de palétuvier, c'est un écotone entre justement terre et mer. Enfin. Vous savez, ces arbres avec des racines à échasses qui leur permettent de s'ancrer dans la boue tout en supportant des eaux d'une grande salinité ainsi que les flux et reflux des marées. À la tombée du jour, ces créatures amphibies donnent toujours l'impression de se mettre en marche, de conspirer. Dans le premier quart du XXIe siècle, votre espace-temps d'origine, la biomimétique et la bioimpression en étaient encore à leur balbutiement. Depuis, des progrès inouïs ont été accomplis. Ce que vous avez sous les yeux en est la preuve. Rhizophorapolis et son lagon constituent une biosphère d'exception, où les biomes de la mangrove et du récif corallien se combinent sans heurts en une parfaite symbiose.
Depuis votre insertion dans une capsule biotemporelle, bien trop de choses se sont passées pour pouvoir vous les résumer. Je ne sais par où commencer. Anansi, je ne suis pas sûr de vouloir commencer. J'aimerais plutôt en finir avec tout ce cirque. Qu'est-ce que vous m'avez injecté? C'est encore un de vos foutus programmes de reconditionnement? De quoi suis-je accusé? D'atteinte à la sûreté de l'État? Wanto. D'après les données que nous avons consultées, vous êtes une personne plutôt réfractaire. C'est parfait. Il faut toujours un brin de conflictualité et d'esprit critique dans une équipe. Mais de quelle équipe parlez-vous? L'essentiel, Anansi, c'est que vous compreniez que la Terre est devenue une planète intégralement bleue. Très peu de gens ont survécu à la montée des eaux. Rhizophora, c'est l'âge d'une nouvelle humanité, incluant dans sa parenté l'ensemble des vivants. Rhizophora, c'est le... Rhizophora... L'ensemble des vivants. Nous vous proposons d'intégrer une cosmopolis où l'humain n'a plus le statut d'un être d'exception voué à devenir maître et possesseur de la nature. Si nous sommes encore là et que nous prospérons, c'est parce que nous avons développé une forme singulière de terraformation, la mangrovisation. Sur une terre devenue entièrement aquatique, la mangrove constitue le meilleur modèle pour produire de nouveaux territoires viables pour l'espèce humaine. Il faut voir donc dans chaque propagule de palétuvier une mangrove, une île virtuelle, une utopie concrète. J'oubliais, vous n'êtes jamais allé dans une mangrove. Ce qu'il y a de fabuleux dans les palétuviers, c'est que leurs bourgeons n'ont plus besoin d'être fécondés. Ils donnent directement des plantules, des propagules, des embryons intégrant déjà des racines. Arrivés à maturité, ces tubercules longilignes tombent et se plantent directement dans le sol vaseux des marées basses. À marée haute, ils peuvent dériver sur des centaines, voire des milliers de kilomètres jusqu'à ce qu'ils trouvent une rive accueillante ou développer de nouvelles colonies. Nous vous avons réveillés comme des milliers d'autres, pour que vous fassiez partie de la première vague de propagules qui partira à l'assaut des espaces vierges de l'océan. Vous êtes complètement barrés. Le délire transhumaniste, c'est ça votre nouvelle mission civilisatrice? Allons, calmez-vous, Anansi. Vous raisonnez encore à partir de vieux schémas de pensée. Comme au temps biblique de Noé, il n'y a plus qu'une seule humanité. Le capitalisme de l'ancien monde était un capitalisme destructeur de la vie. Si nous avons le pouvoir de détruire la vie, nous avons le pouvoir de la recréer. Qu'est-ce que la mangrove? C'est précisément une célébration des liens du vivant, une biosphère dont tous les acteurs tirent un bénéfice mutuel de l'oikos, l'habitat symbiotique. Le biocapital que nous développons ici n'a plus rien à voir avec le capital décrit par Marx, sous la forme gothique d'un vampire qui ne s'anime qu'en suçant le travail vivant. À l'ère de l'économie symbiotique, le biocapital ne vampirise pas le vivant, mais au contraire le nourrit et l'augmente. Il ne fait plus qu'un avec le flux de la vie. C'est la sève même de Rhizophora. Le biocapital circule d'un organisme à l'autre, mais le biocapital circule d'un organisme à l'autre, mais vous aurez le temps de le comprendre, ma chère. En attendant, il est temps pour vous de passer à l'étape suivante. Des uniformes d'un blanc synthétique et immaculé se matérialisent autour d'Anansi et l'empoignent avant qu'elle esquisse le moindre mouvement. Elle se débat de toutes ses forces, tandis que monte au loin le souffle rauque et puissant d'un blues chanté par Nina Simone, Strange Fruit. Voilà, c'est terminé. Je dis quand même qu'il va y avoir des résistances. Voilà. Merci Denetem. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de découvrir ces textes. Ceci terminait donc notre édition 2023 des Green Talk d'Etopia. Alors, c'était une série d'interventions où vous l'avez vu, apprécié, j'espère, à la fois riche de diversité, de profondeur, de singularité et de hauteur, de créativité et, j'espère, de bonheur pour les écouter. Vous pourrez réécouter ces Green Talk ou les partager puisque tout sera mis en ligne et accessible sur la chaîne
YouTube d'Etopia. Merci pour votre attention. Merci encore renouvelée pour tous les intervenants et intervenantes qui méritent une dernière salve d'applaudissements. Bonne fin de journée.